Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de cet épisode sont cannibalisme, violence, séquestration, consentement problématique, famine, survie, deuil. Je resterai sobre, pas de détails crus, pas d'érotisation, pas de sensationnalisme. On parle littérature, cinéma, symboles et éthique d'écriture. Le cannibalisme n'a jamais disparu de la fiction, mais il a changé de fonction. Longtemps utilisé comme effigie xénophobe, l'autre exotisé, sauvage, dévorant. Il revient aujourd'hui sous des formes plus introspectives et systémiques. Dans le corpus contemporain, romans, films, séries, l'enjeu n'est pas de pointer un monstre extérieur, c'est d'interroger nos propres régimes d'ingestion, économique, affective, écologique. On mange quoi, qui et à quelles conditions de langage pour se persuader que c'est acceptable. Cette translation se voit d'abord dans les cadres choisis par les auteurs. On délaisse la jungle fantasmée et la tribu imaginaire pour des espaces ordinaires tels que des banlieues, des campus, des appartements, des routes secondaires ou des restaurants privés. On délaisse aussi l'argument pseudo-ethnographique pour des contrats dramatiques lisibles, tels que la survie après un crash, un siège ou un effondrement, un rite clandestin, des compulsions criminelles, des dystopies industrielles, des contagions métaphoriques. Ces 4 axes structurent l'essentiel des récits récents et chacun porte un discours distinct. La survie, quand la nourriture manque, le tabou ultime devient la frontière tenue entre la vie et la dignité. Ces récits ne posent pas « jusqu'où irais-tu » comme un jeu. Ils montrent la dette que crée la survie. On ne sort pas de ces histoires indemnes. L'après est le vrai sujet. Dans les rites clandestins, ici, l'ingestion devient un lien. On avale pour appartenir, pour garder, pour faire un. La fiction travaille le consentement, l'emprise et le langage qui blanchit la faute. C'est la zone la plus sensible car elle flirte avec l'intime. Les compulsions criminelles. La mise en scène d'un prédateur contemporain interroge la personnification du mal. Le risque est double, glamouriser le tueur ou fabriquer un musée d'atrocités. Les récits solides déplacent la fascination. Ils montrent l'entourage. Dans les dystopies industrielles, c'est le miroir le plus frontal. On remplace le bétail par l'humain. On transpose les chaînes de production. On reconduit les euphémismes. L'effet n'est pas choc-value. C'est une allégorie à nos systèmes alimentaires et du langage qui amortit la violence. En littérature récente, cette veine a donné des textes implacables, parfois d'une sécheresse quasi admirative. Pourquoi ce retour maintenant ? Parce que nos angoisses convergent. D'une part, l'écologie, les ressources finies, les effondrements, l'économie, la précarité, l'exploitation, le corps avec la santé, la contamination, l'intimité avec la solitude, les fusions impossibles. Le cannibalisme est une métaphore nerveuse. Elle condense l'idée de consommation au sens large. On mange du temps, des terres, des corps de travail, des partenaires, des identités. La fiction rend littéral ce que le langage fait déjà en sourdine. Un point éthique au passage, on évite absolument la vieille imagerie raciste du cannibale tribal. Elle n'apprend rien, elle blesse et elle perpétue des siècles d'exotisation violente. Le contemporain intéressant s'écrit chez nous, dans les villes, les entreprises, les familles, les communautés en crise. C'est là que la métaphore retrouve son tranchant critique. Enfin, dernière bascule, le lexique. Les textes actuels récupèrent le langage de la cuisine et du marketing alimentaire pour la retourner. Sélection, maturation, terroir, provenance, traçabilité, dressage. Ce glissement lexical est un outil puissant. Bien dosé, il questionne notre habitude à absorber l'inhabituel dès qu'il est présenté sous un beau mot. Surdosé, il devient fétichisme.
Le calibre fait la différence entre la satire efficace et une complaisance. La question cardinale à comment écrire le cannibalisme sans faire de la souffrance un spectacle, la réponse tient ici sur 5 piliers. D'une part, le point de vue et la distance. Le jeu, prédateur, enferme le lecteur dans une rationalisation. Si tu restes trop longtemps, tu risques de transformer un crime en philosophie. Pour l'éviter, on règle la proximité. On peut entrer, mais on ressort vite. On contrebalance par des hors-champs, victimes, proches, enquêtes. Le jeu survivant, lui, privilégie l'après. Faim, honte, rêve, mémoire fragmentée. C'est là que se joue la littérature, pas dans l'énumération. Le il-elle externe, enfin, permet des ellipses propres. On tient la ligne de la dignité. On coupe avant l'irreprésentable, on reprend sur la conséquence. Corps épuisé, décision pratique, mensonge, corvée, silence qui s'installe, etc. Deuxième point, les détails versus l'ellipse. Le détail ne vaut que s'il fonctionne dramatiquement. Preuve, indice, renversement, signification. La liste sensorielle autonome produit du dégoût et s'arrête là. L'ellipse, à l'inverse, invite l'imagination et protège la dignité. On peut écrire une scène entière par périphrase. Langue tangente, euphorisation qui trahissent, métaphore délibérément bancale. Si l'on montre ensuite où ça mène, complicité, dette, rupture. La bonne question n'est jamais « qu'est-ce qu'ils font exactement ?» mais « qu'est-ce que ça change entre eux et dans le monde autour ?» Troisièmement, sensorium et hiérarchie des sens. Pour éviter la pornographie du dégoût, on décentre. Le contemporain efficace travaille peu la vue. Il privilégie le tactile et l'auditif dans un régime sobre. Matière de cuisine, bruit d'ustensiles, temporalité, attendre, refroidir, ranger. Les odeurs qui signalent le réel sans l'exhiber. Le sensoriel n'est pas un but, c'est une pente qui appuie la morale de la scène. Familier devenu hostile, rituel qui normalise l'innommable, chaîne logistique qui se met en place. Quatrièmement, le cadre institutionnel et le langage social. Même quand la police est hors champ, le monde existe. Voisins, collègues, logistique bancaire, bail, réseaux sociaux, rumeurs, etc. Les fictions les plus convaincantes montrent comment on dissimule dans une société documentée. Factures, horaires, congés, congélateurs qui consomment, livraison, panne, etc. Ce tissu réaliste empêche le conte de se détacher dans l'air et ancre l'horreur dans notre réalité. C'est aussi là que le lecteur reconnaît son monde et que la métaphore gagne. Cinquième point, l'aftercare, l'après-coup. Le récit contemporain intéressant ne s'arrête pas au franchissement du tabou. Il suit l'après. Sommeil impossible, hygiène obsessionnelle, confession sélective, pacte réécrit, langage qui craque, etc. Les romans qui marquent sont ceux qui traitent de l'après-coup comme un deuxième acte autonome. C'est là que se décide le pardon impossible, la récidive, l'exil, la parole. En d'autres termes, si tu ne sais pas ce que deviennent les vivants après, tu ne sais pas encore pourquoi tu écris cette histoire. 2 précautions de plus parce que c'est crucial, désexualiser la représentation. Le cannibalisme flirte avec des imaginaires de fusion qui, s'ils se teintent d'érotisme, basculent très vite dans l'exploitation. La règle est simple, pas d'érotisation de l'atteinte, pas de lyrisme accolant, désir et violence, pas d'esthétique du beau crime. Si la scène dépend d'une tension affective, on travaille la parole, l'équivoque, la culpabilité, jamais la beauté de l'acte. Deuxième point, décoloniser la représentation. On bannit les clichés tribaux, les rites inventés pour donner un vernis anthropologique. Si le texte travaille une culture réelle, on documente, on consulte, on contextualise et après, souvent, on rencontre. Et très souvent, on renonce. Le contemporain qui mérite le nom écrit contre ces images héritées. Dans les fictions de survie, la tentation est de faire du tabou un climax. Les récits mémorables inversent la hiérarchie. L'événement devient source d'une dramaturgie qui s'étire, soins, culpabilité, secrets partagés, fissures familiales. La peur principale n'est plus l'acte, c'est l'endettement moral. Le texte gagne en force quand il montre les rituels réparateurs inventés par les survivants. Des gestes pour honorer, phrases pour tenir, décisions concrètes pour ne pas recommencer. Sur la route, une bouchée brise la règle. Au foyer, 10 ans de phrases tentent de la reconstruire. Les récits de rites clandestins sont d'excellents laboratoires du langage. C'est là qu'on entend comment on tord la morale naturelle, originelle, communion, élection, au-dessus des lois.
Les textes solides enregistrent qui prononce ces mots, quand, devant qui et avec quelle récompense. Le mécanisme ressemble à du grooming. On offre des petits secrets, puis on demande un geste pour prouver. L'écriture efficace coupe au moment du geste, reprend après sur la dette. Tu l'as fait, donc tu es des nôtres. Dans ces histoires, le monstre n'est pas l'acte, c'est la grammaire qui l'a rendu possible. Le serial cannibale contemporain, convaincant, n'est ni génie ni démon. C'est un gestionnaire. Il organise chambres, horaires, réfrigération, alibi, etc. Les textes intéressants déplacent l'attention vers la logistique morale. Qui ferme les yeux? Qui profite de l'aura? Qui adore la table sans poser de questions? C'est ici que la critique sociale mord. La mondanité est une couverture. Le cannibalisme devient un diagnostic de classe. Qui a le pouvoir de renommer une atrocité en expérience? La dystopie industrielle réussit quand elle assèche la phrase. La neutralité administrative devient le vrai horror engine. Procédures, normes, contrôle qualité. Les actes les plus graves passent par des sigles et des cases. La lecture prend au siège et on se surprend à accepter ce que la langue normalise. Jusqu'au moment où un grain grippe dans la machine. Ce grain doit être écrit sans emphase. Il suffit d'un mot dans une colonne pour faire imploser la fiction. Une veine marquée surtout au cinéma d'auteur et dans certains romans associe cannibalisme et puberté. Fin nouvelle, peau qui change, peau qui chauffe, désir sans langage. Le contemporain le fait bien quand il sépare strictement pulsion et atteinte. On écrit les signaux corporels, la confusion, le milieu social qui n'a pas de mots, pas des scènes transgressives. La trajectoire est morale, apprendre à nommer son appétit, lui donner des formes qui ne détruisent pas. C'est une manière élégante de parler de limites et de consentement sans prêcher. Quelques récits mettent l'ingestion en relation avec le deuil. Avaler pour garder, garder pour ne pas perdre. C'est fragile et superbe si c'est traité avec un fantasme de survivant, pas comme une solution. La littérature peut tout figurer, dès lors qu'elle garde la distance critique. C'est un geste de désespoir, pas un geste beau. L'effet durable vient de la phrase qui sait dire « je sais que c'est monstrueux, je sais pourquoi j'y ai pensé ». Ce qu'on évite lorsqu'on écrit quelque chose sur le cannibalisme, c'est l'exotisation, l'érotisation, la gastronomie complaisante. La liste sensorielle sans fonction, la glorification du prédateur, la punition morale à l'ancienne, il ou elle l'a cherché, l'humour de connivence qui dédramatise l'atteinte. On va donc privilégier la fonction dramatique claire, le contre-champ des proches, la logistique réaliste, l'après-coup comme second acte, les ellipses maîtrisées, le lexique comme outil critique, la dignité des victimes et des survivants. Le cannibalisme contemporain, quand il est bien écrit, n'est pas une surenchère, c'est une analyse. Il nous parle de nos habitudes de consommation, de nos mécanismes d'emprise, de nos langages de blanchiment, de nos systèmes qui transforment la vie en ressources. Il nous oblige à regarder la mécanique par laquelle une société normale fabrique l'acceptable. Et il nous rappelle qu'un récit d'horreur digne de ce nom ne se mesure pas à la quantité de choc, mais à sa capacité à tenir une ligne éthique tout en éclairant ce qui nous concerne. Si tu écris dans cette veine, demande-toi toujours « Qu'est-ce que je dis du monde en faisant ça ?» Si la réponse est claire, exploitation, consentement, dette, langage, deuil, écologie, alors tu as la bonne boussole. Le tabou n'est pas un feu d'artifice, c'est un outil, et bien utilisé, il n'a pas pour effet de dévorer la dignité. Il dévoile où et comment elle se perd, et ce qu'il faudrait pour la reconquérir. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire ton petit retour dans les commentaires. Si jamais tu souhaites poursuivre le débat avec moi sur Instagram, je te retrouve à 50 nuances d'horreur. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.